y a encore dans le monde trépidant que nous vivons, des pays, des régions, des vallées où le temps s'est arrêté. À l'autre bout du globe, d'autres hommes vivent encore au rythme de la terre, des saisons et de leurs traditions. Les voyages sont cette liaison entre ces deux univers, une forme de retour en arrière dans l'évolution, comme pour mieux ressentir et tenter de comprendre que le bonheur n'est peut-être pas là où nous le cherchons. Aller à leur rencontre est une forme de remise en cause, un regard qui questionne et inquiète la conscience. Quel est le sens de la vie? Où est le bonheur? Dis, papy, c'est quoi le bonheur dans la vie? Je t'expliquerai, mon petit. Je t'expliquerai. Mais quand un petit matin du mois de juillet, en rêvassant devant le bouquet de fleurs sur la table, vous revient soudain l'idée de ce voyage, l'esprit s'évade dans les détails esthétiques des créations de la nature, et les souvenirs des précédents périples se mêlent aux attentes de cette nouvelle aventure et vous apparaissent en filigrane. Ce voyage est une envie intérieure de retrouver ces régions si dures, de revoir ces populations attachantes, comme si nous les avions laissées face à la rigueur de leur existence. Pour Katrina et Yves-Marie, c'est un 8e séjour auprès de ceux qu'ils appellent maintenant leurs amis, car ils sont un peu chez eux, dans ces villages, auprès de ceux qu'ils comprennent si bien, et avec qui ils ont su tisser des liens dépassant de loin la simple amitié qui naît d'un passage. Dans l'Inde du Nord, aux confins du Jammu et Cachemire et de l'Himachal Pradesh, ce trek est situé dans le Zanskar, cette grande vallée au sud-est du Ladakh. Ce périple qui commence à Leh pour une paisible acclimatation prendra son départ de Padoum. Le tracé passe par Richard pour l'inauguration de l'école, le monastère de Puktal, Purné, Tangzen, Kargyak, Lamkang et le col du Shingola à 5050 mètres. Ramjak, Palamao pour rejoindre Darsha, Manali et rentrer par Delhi. Un beau circuit voisinant en permanence les 4000 mètres d'altitude avec de grandes journées de marche comme nous les aimons. Les monastères sont dans ces voyages des sites qui questionnent. Ces havres de paix, de calme et de sérénité plongent le visiteur dans une réflexion profonde sur les croyances, l'histoire et les évolutions de la religion bouddhiste. Cette longue histoire est comme une légende qui passe devant vous. Ces tentures, ces peintures magnifiques vous transportent de nombreux siècles en arrière, en donnant à ces mouvements religieux une importance impressionnante que l'on a du mal à concevoir aujourd'hui. Le contraste de la vie moderne et de ses croyances anciennes est un choc violent dans lequel le visiteur a du mal à se situer. Les moines sont dans ce cadre comme d'un autre monde, difficilement accessible aux nombreux non-initiés, à moins qu'une foi divine vous anime, en vous ouvrant les portes de la connaissance, du savoir et de la compréhension pour partager cette philosophie spirituelle. Mais le cadre, les cérémonies, l'ambiance qui s'en dégage, les prières très toniques des moines, reposent dans la conscience des pistes de réflexion sur l'origine de ces croyances. Ce matin-là, après un lever aux aurores, nous devions partir pour Kargil et Padoum en 3 jours. Mais la queue de la mousson est encore là, et depuis plusieurs jours, les orages violents se déclarent toutes les nuits, et les premières nouvelles ne sont pas rassurantes. La route que nous devions emprunter est coupée en plusieurs endroits, les rivières gonflées ont emporté les ponts. Ambiance morose et journée passée à la recherche d'infos
En tuant le temps sur les pavots du jardin des voisins et un groupe de mamans très fiers de leur progéniture, que la photo ne dérange pas. Mais le lendemain, au lever d'une nuit d'apocalypse, dans laquelle sur le coup de minuit, un monstrueux orage a illuminé le ciel et donné au tonnerre les roulements de fin du monde, avec des trompes d'eau, la journée s'annonce ensoleillée. Cette toute relative accalmie se transforme rapidement en journée noire, car nous apprenons que les déchaînements des éléments ont provoqué une catastrophe de l'autre côté de la ville, dans le marché Ladaki. Les premières nouvelles donnent une centaine de morts. Une visite sur le site, avec la réserve qui s'impose, plonge soudain dans la violence des conditions de l'existence de ce rude pays. Les pluies rares, les sols minéraux, font de ces orages ont les effets d'un jet d'eau sur un tas de sable. La journée est passée en recherche d'informations sur les dégâts, des installations de transmission et sur la saturation d'Internet, rendant impossibles les contacts avec les familles en France. Triste ambiance dans la ville, où de nombreux commerces sont fermés et où des informations d'alerte rouge circulent concernant toute la zone. Une partie du groupe ira coucher au Chantistoupla, au-dessus de la ville. L'autre partie assurera un tour de garde toute la nuit à tour de rôle. Cette ambiance d'alerte, pour les vacances, rappelle que les chemins de la vie ne sont pas qu'une simple idée, mais une réalité. Le bilan est désastreux, 200 morts et plus de 400 disparus au final. Cette nouvelle journée fut un samedi pas comme les autres. Après un petit tour de ville pour prendre la température, la nouvelle tombe, évacuation générale impérative. Il nous faut quitter l'hôtel et grimper au Chantistoupla. L'armée a détecté une poche d'eau importante dans le massif au-dessus de l'Aie et le risque est bien présent. Le regroupement de toutes ces familles autour de ces terrasses transforme ces lieux saints en terre d'asile. L'ambiance est du style Arche de Noé. Le statut de touriste en déportation dans le monde de réfugiés est assez insolite à vivre. Mais cette situation étonnante crée des liens en partageant les contraintes de la situation. C'est une occasion de partager les mêmes chemins de la vie en faisant une belle galerie de portraits. Thirteen, 14, 15, 16, 17, 18, 19. La nuit sous la tente de fortune, aménagée par Zanskar Trek, a laissé des sensations étranges qui plongent dans la dure réalité du pays. Les nouvelles sont rares, qu'en est-il de la poche d'eau? Peut-on quitter ce refuge pour aller chercher en bas les affaires qui nous manquent? L'attente dans ce contexte de risque et d'impatience fait passer le moral par des hauts et des bas qui évoluent avec les échanges dans le groupe où la solidarité fait la force et la sagesse. La photo est dans cette situation une mise en forme esthétique de l'admiration que nous avons pour ces gens dont la gentillesse, la générosité, dans ce cadre, force le respect. La famille de l'ACPA, le boss de Zanskar Trek, assure notre ravitaillement et ce soir nous réserve une soirée momo. C'est une spécialité tibétaine que les Zanskaris maîtrisent depuis longtemps. Ce sont de petits raviolis fourrés aux légumes et cuits à la vapeur. Personne ne saura si le contexte en a rajouté dans le côté gustatif de ce repas, mais de mémoire de trekker, jamais des momos avaient été aussi bons. Merci mesdames. Un vrai régal qui dans le contexte est une vraie démarche de l'un vers l'autre. Après avoir quitté le camp du Chantistoupla, non sans un petit pincement au cœur,
car les événements nous avaient fait quelque part emprunter le même chemin de la vie et nos destins se séparaient. Cette journée d'attente et de balade dans l'Ay est empreinte d'une ambiance très mitigée entre le partage de cette vie sociale colorée qui redémarre et les traces encore bien marquées de la violence des éléments. Nous sommes ici à 500 mètres de l'hôtel et les torrents gardent une nervosité qui en dit long sur ce dont ils sont capables. Dans les rues commencent à apparaître des personnes en détresse qui quémandent une aide. Les infos concernant le trek sont remises à demain. L'ACPA est allé voir sur le terrain ce qu'il en était de la route Ley-Padoum. Cette journée se termine avec cette sensation gênante d'être des touristes spectateurs de la détresse de ces gens et d'être de trop dans cette région qui a bien d'autres problèmes à traiter. Enfin, la nouvelle arrive, nous partons demain pour Padoum, le départ du trek sur un nouveau découpage des journées, sans repos, avec chaque jour une étape. Cette première journée de transfert en 4x4 commence au lever du jour d'une belle nuit étoilée, par un arrêt de 2 heures après 1h30 de route. Le premier pont détruit est en reconstruction. Seul le passage à pied est possible car derrière il faut marcher 2 heures pour 6 km en traversant des zones d'habitation bousculées par les orages. Les 4x4 nous reprennent au niveau du palais du roi de Basgo pour traverser une autre zone sinistrée en reconstruction avec une nouvelle marche de 2 heures jusqu'au village de Nurva. De ce long périple de 17 heures pour 210 km, il faut oublier la forme et la fatigue, mais garder le fond qui met au jour la fragilité de ces régions montagneuses face au déchaînement de la nature, dont les orages rares mais diluviens plongent le pays dans le chaos. La route débouche sur le village et le monastère de Lamayuru, dont l'architecture est dictée par l'éperon rocheux qui lui sert de promontoire, pour enfin parvenir à Kargil. Ce vendredi-là, au départ de Kargil sous le soleil, la longue remontée de la vallée traverse des villages et permet quelques portraits avec les précautions d'usage qui s'imposent, car nous sommes ici en zone musulmane et l'on ne plaisante pas sur le sujet. Un peu plus haut, le paysage délivre des images étonnantes. Les cultures, souvent en terrasse, de ces petits champs d'orge offrent une palette de verre qui fait penser à celle d'un aquarelliste. L'arrivée à 3900 mètres sur l'interminable plateau débouche sur le village de 3 maisons de Rangoon, dans un environnement de montagne qui laisse sans voix. La dame qui tient la petite épicerie du coin a retenu toute notre attention de photographe et son regard reste pour longtemps comme une image subliminale sur les lentilles de mon objectif intérieur. C'est une impression de voyage. Cette nature à la fois violente et généreuse est un spectacle saisissant à 4000 mètres d'altitude. Cette très belle journée de voyage se termine au couchant par la contemplation du monastère de Rangoon,
dans une robe dorée. Ce vendredi 13 était un jour de chance. De ce camp de toile, au matin, le monastère de Rangoon est un joyau qui donne à la journée ses premières sensations esthétiques. La longue montée au col du Penzilla à 4300 mètres est une succession de grandioses panoramas. La descente périlleuse se termine au pied du glacier du Dangdrum, en donnant naissance à la plaine à 4000 mètres d'altitude. Le passage dans un alpage Zanskari permet de découvrir une droxa, ce que nous appelons un chalet d'alpage. C'est un grand tas de pierres dans lequel sont aménagées des cavités qui sont des pièces d'habitation et de travail du lait. Les éleveurs vivent ici dans ces conditions dont la rusticité étonnante impressionne. La vie est ici une étroite coopération avec la nature. À 4000 mètres d'altitude, le combat est inégal et ces gens vivent dans des conditions très dures. Les chemins de la vie passent ici par ces conditions qui dépassent l'imaginaire. La poursuite de notre route dans les 4x4 se fait en silence, chacun ayant pris dans cette visite une bonne dose d'humilité. En fin de journée, la très belle arrivée sur Padum, près d'un petit lac, sera une récompense pour terminer ce transfert de 3 jours, un peu rude en émotion. Avant de rentrer dans la ville, qui souffre cruellement du manque d'approvisionnement et qui donne l'impression d'une ville à l'abandon, coupée de tout. Le départ du trek passe au sortir de Padum par le monastère de Bardhan qui date du XVe siècle et qui replonge dans cet univers mystique, trouvant dans ce domaine minéral le calme et le silence qui convient certainement à la méditation profonde. Le parcours Padum-Ishar a perdu de sa poésie, car la route tant attendue arrive maintenant au pied du village. C'est une avancée pour les villageois qui gagnent ainsi une demi-journée de marche, mais c'est pour nous une déception car cette arrivée n'a plus le charme qu'elle avait sur l'autre rive de la rivière. Les avancées de la modernité modifient le sens de la vie, mais l'accueil au village est des plus chaleureux. L'accueil dans les familles a été une expérience intéressante, dans laquelle chacun cherchait ses marques. Après un moment de gêne réciproque, l'ambiance a permis quelques photos dans lesquelles les faibles éclairages sont restés les maîtres de la qualité des clichés. Le sympathique show culturel qui nous est offert est une soirée surprenante dans laquelle les conditions d'éclairage donnent des photos plongeant dans l'univers des peintures d'Eugène Delacroix dans le genre clair-obscur que nous avons surtout bien conservé.
Mais la sincérité est là, nous sommes en plein Zanskar dans ce petit village et leur plaisir est intense. La grande inauguration officielle de l'école créée par Toxpo a eu lieu lors du passage de Katrina et Yves-Marie Gorin à Itchar. Les discours n'ont pas échappé à ce genre de manifestation et c'est pour le village une cérémonie importante suivie par un public nombreux. Le traditionnel ruban a été coupé dans les règles, avec en plus jet de grains d'orge en signe de prospérité et de réussite. Une cérémonie sympathique qui marque bien les liens de coopération et de compréhension entre Toxpo Ichar et Toxpo France. L'école a bien fonctionné l'an dernier et fera l'objet de quelques aménagements de finition pour cet hiver. Ichar au levant offre à ceux qui se lèvent tôt des lumières dans cet univers aquatique qui font de la photo un vrai bonheur. La sensation de faire un bon cliché relève d'une jouissance intérieure. Le petit étang est ce matin-là un miroir dans lequel l'imagination esthétique peut s'évader au-delà du réel. Le départ et la nouvelle remise de Katak sonnent le vrai début de ce trek attendu depuis 15 jours. Mais c'est une longue, très longue étape que cette journée de marche. Les 8 heures et les 20 km le long de la Tsarap sont dans une relative monotonie, un vrai plaisir que seuls les passages de pont de fortune viendront troubler en pigmentant un peu la sauce. Le passage à Kalbok et la halte pour attendre les chevaux donne l'occasion de s'attarder sur les enfants et leur maman. Les manies, ces pierres gravées, sont comme les drapeaux. Elles laissent partir avec le vent les prières vers les dieux. En quittant la Tsarap pour suivre la Kargiakshu, la vue du petit pont sera la délivrance pour parvenir au camp de Pourné pour une grande nuit de réconfort. Cet aller-retour au monastère de Puktal est une démarche qui donne dans le mystique ou dans le pèlerinage si vous préférez. Car même revisiter ce site est un grand moment du voyage. Le chemin très beau et très escarpé remonte la Tsarap, cette très agressive rivière que nous connaissons bien et que nous ne considérons pas comme une maîtresse, mais plutôt comme une mante religieuse. L'arrivée en vue du monastère est une émotion car cette architecture unique
fait penser à un nid d'hirondelles spirituelles. La gravité ici suit des règles que l'on applique nulle part ailleurs et qui défient les lois élémentaires de la mécanique de l'équilibre. Il est arrivé récemment que la logique rappelle les principes en précipitant dans l'abîme quelques cellules de moines heureusement vides à l'heure de leur passage de vie à trépas. Mais il faut reconnaître qu'il y a dans cette réalisation quelque chose d'indéfinissable qui doit relever du divin. La visite passe par d'interminables couloirs intérieurs pour accéder aux nombreuses terrasses, en empruntant des escaliers très raides qui doivent au temps et à l'histoire le droit d'exister encore. La conservation, l'entretien de cet ensemble remarquable doit poser de sérieux problèmes aux moines, dont les motivations sont bien loin des considérations matérielles qui nous préoccupent. Ce site toujours impressionnant relève de l'intemporel et les prières des moines résonnent encore dans nos têtes sur le chemin du retour au camp. Mais au camp de Pournet, deux surprises ont animé la soirée. La rencontre en premier lieu de Dolma, la dame qui a reçu Gilbert Montagné dans le reportage de la télé. C'est aujourd'hui une personnalité qui monnaie son image. Elle a malheureusement tout compris. C'est presque dommage. La mémé de 70 ans qui est avec elle se moque bien de cette notoriété. Son tissage est bien plus important que ces touristes de passage qui ne lui tiendront de toute façon pas chaud cet hiver. L'autre surprise, c'est la visite d'un groupe d'ibex sur l'autre rive escarpée. C'est un lointain cousin de nos bouquetins. Ils vivent en troupeau de 10 à 16 animaux et adorent les falaises abruptes. Nous sommes ici à 4000 mètres d'altitude et l'hiver, ils descendent pour se nourrir et s'abriter. Cette étape de 5 heures de marche, en remontant la Cargachou, est dans sa toute relative monotonie un terrain d'évasion de l'esprit, en laissant un libre cours naturel à la réflexion et à la méditation sur le sens de la vie, de sa vie. Un temps de réflexion à 4000 mètres d'altitude, bien au-dessus du tous les jours qui nous accapare tout le temps, un cadeau de voyage. Ces villages isolés, ces grands espaces, cette nature sobre et violente questionne sur l'existence, sur sa propre existence. Dans la tête, les films de sa propre histoire passent et repassent en boucle. La mémoire redonne à ces images les sentiments qui les animaient et qui, des années plus tard, prennent des coefficients qu'ils n'avaient pas ou pas assez. L'esprit vagabonde comme dans un bouillonnement des fêtes, des situations, des changements, des choix de vie. Toute une vie peut ainsi être visitée en marchant. Les heures passent, les kilomètres aussi. Les souvenirs, eux, sont là, prêts à la remise en cause, jusqu'à l'arrivée au camp, où soudain tout s'arrête. Le sens de la vie a les connotations d'un violoncelle dont les cordes vibreraient sans fin. Les chemins de la vie passent aussi par la sienne. Au petit matin de cette nouvelle journée, les hommes et les femmes sont déjà au travail pour couper l'herbe qui sera un fourrage pour le long hiver. Ils ne s'arrêteront qu'à la nuit tombée comme hier soir. Cette fébrilité dans l'activité est dictée par le climat, car le mauvais temps arrive fin septembre et régnera en maître jusqu'à fin avril. Les réserves seront à l'heure vitale et les toits des maisons sont des granges. Il reste encore la moisson importante de l'orge qu'il faudra impérativement réussir dans ce bref automne, car c'est pour les Anscaris la base de leur nourriture, la farine d'orge grillée. En fin de journée, au camp, une visite inattendue sera la source d'une grande émotion.
C'est un monsieur qui arrive avec 2 chevaux et un petit garçon qui gambade en dévalant la pente vers les tentes. Ce petit garçon intéresse les dames du groupe, avec qui il échange rapidement. C'est un garçon vif, d'un tempérament naturellement ouvert. Il a 7 ans, il s'appelle Namgyal. Ce petit bout a vite fait d'apprendre les prénoms de ces dames et suscite une curiosité attachante. À l'heure qu'il est, il a au moins 3 mamies de plus, prêtes à l'adopter, tellement il est à croquer. Mais en échangeant avec le monsieur, c'est son papa, et il le conduit au monastère de Darsha pour une durée de 5 ans et une vie de moine selon toute vraisemblance. Tout le groupe qui s'était rassemblé a alors été submergé par une grande vague d'émotions, et c'est les yeux rougis par cette révélation que nous avons assisté à son départ à cheval au fond du vallon. Le choc des cultures a quelquefois une violence inouïe et repose la question du sens de la vie. Bercé par la Kargyakshu toute la nuit, qui ne se fera pas là que des amis, ce matin le départ est teinté par les images du passage de Namgyal en chemin vers son monastère qui trouble nos mémoires. La longue remontée de la vallée permet de gagner que 400 mètres de dénivelé en 20 km, autant dire que la contemplation est de mise pour atteindre le camp de la Kang à 4300 mètres. C'est autant de gagner car demain c'est le Shingola qui nous attend à 5050 mètres. Il n'y a pas de petites économies à ces altitudes. L'eau, c'est la vie. Dans ces vallées, c'est elle qui détermine l'existence de l'homme. Les villages en sont directement tributaires. Mais l'eau de la romantique source deviendra un cours d'eau, rejoindra ses consoeurs et formera la rivière. C'est alors qu'elle peut devenir sujet de mort, car sa puissance dévastatrice peut aller jusqu'à la catastrophe de lait. C'est un mauvais souvenir. Chemin faisant, c'est une végétation florale merveilleuse qui nous est offerte à l'altitude du refuge Valo de nos Alpes, comme pour égayer un peu la grisaille ambiante de cette journée. Ce matin-là, c'est sans regret que nous plions les tentes qui donnent dans le genre couche-culotte, car la gadoue règne en maîtresse ici. Mais les choses sérieuses ne tardent pas, dès le passage du petit pont qui donne accès au chemin repéré la veille. Le rythme donné par Tachi permet au groupe de rester groupé, et l'arrivée dans la lumière du soleil offre de sublimes panoramas, et une végétation étonnante à 4700 mètres. L'approche du sommet est ressentie comme une joie intérieure, et là-haut les drapeaux de prière flottent au vent. Crier Kiki Soso Yargalo en arrivant au sommet est une tradition zanskari de vœux de réussite. Kiki Soso Yargalo.
La photo souvenir est incontournable et les congratulations fraternelles sont la manifestation d'une réussite de groupe. Du col à 5050 mètres, la vue est magnifique. Ce qu'il est un peu moins, c'est la très longue descente qui nous attend pour atteindre à 4400 mètres le camp de Ramjak. Au couchant, les éclairages dans la plaine donnent des vues surprenantes des fidèles du Dalai Lama qui rentrent de Darsha. Très belle journée, 700 mètres de dénivelé, un col à 5050, 20-22 km de marche, 7 heures de balade, c'est le point d'orgue du trek. Un vrai bonheur, bonne nuit. En partant de Ramjak, à 4400 mètres d'altitude, il faut continuer la longue descente du Shingola, commencée hier. L'encaissement du vallon fait dire aux randonneurs d'hiver qu'ils ne viendront jamais par ici. Par contre, la flore est à nouveau de la fête aux alentours de 4250. La rencontre d'un grand troupeau de chèvres pashmina permet de rappeler que l'élevage de ces chèvres est une exclusivité zanskari. Les Cachemiris ne sont que des tisseurs qui utilisent la précieuse laine de ces chèvres, Caprus hircus. La qualité de la laine est directement en fonction de l'altitude à laquelle vivent ces troupeaux. La végétation spécifique et le froid poussent les chèvres à se faire une laine très fine, donc très chaude. Mais la vue du pont qui enjambe la Jankar Nala, en arrivant à Zanskar Sumdo, sonne le glas de cette merveilleuse aventure sportive. Les petits chemins que l'on aimait bien débouchent sur le chantier de la route qui, pour nous, manque cruellement de poésie. Tous les rêves ont une fin, et cette route nous ramène à la civilisation dont nous nous étions bien passés depuis 10 jours. C'est à regret en traînant les godasses que nous atteindrons le camp de Palamao à 3720 mètres, avec la sensation d'avoir laissé derrière nous toutes les valeurs de ce parcours. Mais la fin d'un trek, ça s'arrose, et ce soir, c'est la fête. Chaque vie n'a de sens que dans ses rythmes, et le temps est un espace compté. Le retour de Palamao à Manali passe par Darsha, où nous aurons une pensée pour notre petit Nemgal. Le Dalai Lama est venu dans la région il y a quelques jours. Mais les 160 km de la journée seront inoubliables, car si la montée au col de Rontang à 4000 mètres par temps sec est sportive mais vivable dans un bus au confort sommaire, la descente des 1900 mètres en 50 km sous la pluie, dans la boue, le brouillard, dans un terrain instable, dans de fortes pentes, avec du trafic montant et descendant et des pneus lisses, laisse des traces indélébiles, même dans la mémoire des plus confiants en leur bonne étoile. La photo de mauvaise qualité technique est un témoignage de cette apocalypse touristique. Mais le lendemain, comme pour se remettre, le retour de Manali à Delhi a été un grand morceau de bravoure et de patience. 600 km en 14 heures, de la piste, puis de la route, dans le trafic à l'indienne, en roulant à gauche, avec nos réflexes de conduite à droite. Du grand art. Ce que personne d'autre ne sait faire dans le monde, les Indiens le font tous les jours. Une grande journée de la vie d'une fourmi. Nous sommes arrivés dans le cœur de la fourmilière, Delhi, l'opposé de tout ce que nous étions venus chercher dans les grands espaces que nous avons parcourus.
Mais revenant un peu en arrière pour commencer le retour, nous devons rendre un vibrant hommage à ceux qui nous ont accompagnés tout au long de ce grand périple. Sans eux, rien n'est possible. C'est la phrase consacrée, mais elle résume tout. L'équipe des cuisiniers, qui tous les jours avait des surprises à nous présenter. Bravo! Quel talent dans ces conditions! Les horsemen, qui sont chargés du transport de tout le matériel du camp, ils font chaque jour un exploit avec leurs précieux chevaux dont ils prennent grand soin. Mais comment préparer le final de cette présentation sans rendre un hommage sincère à Tashi Tundup, notre guide pendant tout ce long séjour aux Anscars. Cet homme est d'une rare qualité. Il est de ceux qui vous marquent. Il est sous un naturel réservé, attentif, prévenant, plein de tact, rassurant, présent dans toutes les situations pour assurer son rôle. Il est à lui tout seul une assurance tout risque. Nous savons par ailleurs qu'il est chargé d'une grande famille dont il assure l'entière responsabilité. Son sens de la nature lui a sauvé la vie dans la catastrophe de lait, car en entendant des bruits anormaux, il est sorti de la maison qu'il habitait juste avant qu'elle ne s'écroule. C'est pour nous le trait d'union entre son pays, sa culture, ses traditions et notre passion du voyage et de la découverte. Il est de ces gens du terroir qui vous en trouvent la porte, mais qui gardent dans leur cœur leur histoire. De ces gens-là, nous ne percevons que la surface, mais combien de valeurs sont contenues dans le fond. Ce nouveau voyage se termine. Il aurait été riche en émotions et les sensations sont encore vives dans nos mémoires. Ces populations, cette catastrophe est comme une plaie. L'espace d'un orage, la vie peut basculer du mauvais côté du destin. Quelle leçon de courage! Les monastères et le bouddhisme sont dans cet environnement des espaces de paix et de sérénité qui apaisent, pour peu que l'on rentre dans cette sphère de la méditation qui isole du tous les jours et des contraintes de la vie. Le Zanskar est de ces territoires où la vie n'a pas le même sens qu'ailleurs. Vivre ici, c'est connaître la nature, c'est composer avec les saisons, c'est réussir ses cultures, c'est finalement assurer ses récoltes, c'est ne pas avoir le droit d'échouer, tout ça pour résister à l'hiver et recommencer dès que la belle saison arrivera à la fonte des neiges en avril. L'école est pour l'association une réalisation qui prend au plus profond. En ayant quelque part sur cette terre donné une chance à des enfants qui connaîtront des jours moins durs que leurs parents, en ayant déjà un bagage qui leur permettra de mieux maîtriser leur avenir. Quand, sur les vols du retour, revient en tête la grande question du sens de la vie, ces souvenirs de voyage modifient la perception des éléments de la réponse. La difficile réflexion crée l'incertitude dans ce qui apparaissait comme des acquis, et le doute s'installe. Dis, papy, c'est quoi le bonheur dans la vie? Je ne sais pas, mon grand. Je ne sais plus.